Salut, c'est Yazid de Football Intelligence Training. On se retrouve tous pour l'interview avec Sanigo. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de mon parcours qui est atypique, comment j'ai commencé et pourquoi je suis devenu coach mental. J'ai cette chance d'avoir été très bon à l'école, d'avoir des bonnes notes sans avoir à travailler, etc. Et j'ai toujours suivi la facilité. Ça a toujours bien marché, plutôt bien. Je vais arriver directement à l'âge de mes 37 ans où je perds mon père. Il disparaît, il faut bien, hein, paix à son âme. Et puis là, ma vie, elle change. Je m'aperçois que mon boulot, il me plaît pas et qu'il faut que je fasse autre chose. En réalité, quand je dis il me plaît pas, c'est un boulot qui m'a toujours plu. Pourquoi? Parce que moi, je viens des quartiers et quand tu es à un boulot à responsabilité où tu as des gens qui te disent s'il vous plaît monsieur, bonjour monsieur, ça te donne de la valeur. Et au final, quand je perds mon père, je me rends compte qu'en fait, ça donnait de la valeur à mon ego plus qu'à mon esprit. Et j'ai voulu faire autre chose. Donc j'ai cherché. J'ai vraiment fait un burn-out au boulot, ça faut le savoir. J'ai fait un burn-out, ça veut dire que j'ai craqué complètement. Les larmes, elles coulaient, je m'en rendais pas compte, je ne savais pas pourquoi. Et j'étais vraiment pas bien. Et à un moment, j'ai compris qu'il fallait que je change de vie et que je fasse quelque chose qui me plaît. Et qu'est-ce qui me plaisait? C'était difficile. Alors quand on cherche ce qui nous plaît, la première chose à faire, c'est déjà de se dire dans quel domaine on a envie de travailler. Et le domaine dans lequel je voulais travailler depuis très très longtemps, c'était le football. Bizarrement, mon père m'a toujours, on va dire, refusé le football, parce que pour lui, c'était pas un métier. Et au final, quand il décède, c'est là que je me libère et que je me lance dans le football. Alors le football, oui, mais faire quoi dans le football? Footballeur professionnel, j'avais 38 ans, c'était trop tard. Entraîneur, c'est pas du tout un truc qui me chauffait. Et moi, mon but, en fait, en gros, c'était vraiment d'aider les jeunes parce que je suis dans ce milieu. Moi, j'ai un gamin qui a aujourd'hui 21 ans. Je suis depuis qu'il a 5 ans dans le football. Donc, j'ai vu pas mal de papas, beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai fait énormément d'erreurs avec mon garçon. Et là, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose à apporter aux gamins. Mais qu'est-ce que je vais leur apporter? Et quand je demandais aux gamins, c'est quoi qu'il vous faut pour réussir? Ah, il me faut un agent. Ah, sérieux? Ah ouais, moi, je vais être un agent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la formation EAJF. C'est l'école des agents de joueurs de football. J'ai passé mon premier module. Mon premier module, c'est très très dur, hein, c'est 9 matières de droit. C'était très dur, mais j'ai tellement bossé. Comme quoi, quand on est. Moi, je déteste le droit. Hein. Même si j'étais facilité à l'école, le droit, le français, l'histoire, c'est trop long pour moi. J'aime que les maths. Comme quoi, quand on aime quelque chose, on s'y met à fond. Et 9 matières de droit, je te dis, c'est du sol au plafond, les bouquins, les remises à niveau et tout, c'est super dur. Et j'arrive à avoir 14,75. Oh! Super note, même l'EAJF me dit putain mais t'as les meilleures notes de l'EAJF, etc. À la limite, super. Le deuxième module est beaucoup plus facile. Sauf qu'entre les deux modules, pour moi, je suis déjà agent dans ma tête, donc je vais avec des potes qui sont agents sur des terrains et tout, je rencontre des agents. Et en fait, je m'aperçois que c'est pas du tout ce que je veux faire et je vais te dire pourquoi. Hein. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça parce que non, c'est pas vrai. Mais il y en a beaucoup au final qui font passer beaucoup plus l'argent que l'humain et qui se rendent pas compte qu'ils font du mal à l'humain en passant l'argent avant. Tu vois, et c'est vrai que quand je parle à un gars qui me dit ouais mon joueur il y a Toulouse qui le veut mais on me propose 30 000 euros ou 20 000 euros je sais plus en Bulgarie, je vais l'envoyer en Bulgarie, je me dis le mec il vise le court terme plutôt que le long terme. Et ce qu'il me répond c'est mais attends mais tu crois que le joueur tu crois quand le joueur il va monter il va rester avec toi, il va te lâcher, donc autant prendre ce qu'il y a à prendre. Oh, mais ça c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi là-bas je veux aider. Donc c'est vrai que ça a été très très dur pour moi d'accepter que c'était plus ce que je voulais faire, mais j'ai quand même été passé le deuxième module sans même pas réviser, j'ai pas révisé. Et j'y connaissais rien. Le deuxième module est beaucoup plus facile à voir. D'ailleurs, tu as 80% d'échecs au premier module, tu as 80% de réussite à peu près au deuxième module. Hein. C'est ça. C'est 3, 4 bouquins, 5 bouquins. J'ai pas voulu réviser. Et j'ai dit, on verra ce que le ciel il me donne. Si je dois être agent, le ciel il va me dire t'es agent. Et je l'ai pas eu. Enfin, je l'ai pas eu. Il fallait voir 14, j'ai eu 10,5, c'était pas suffisant. Ça a été un gros échec parce que moi, je suis quand même assez calé dans les études. J'ai jamais eu d'échec au niveau des diplômes. J'ai toujours été. Tout ce que j'ai fait, j'ai toujours réussi. Et là, c'était un gros échec qui m'a fait me remettre en question. Et c'est là qu'en 2015, voilà, moi j'ai perdu mon père en 2012. 3 ans comme ça à galérer, à chercher. En fait, ça a été une étape. J'ai pas loupé en fait. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai même des agents qui m'appellent pour travailler avec les joueurs et je leur dis ce que je pense des agents. Donc limite, je travaille même presque avec les agents pour pour le joueur. Et donc, pour moi, c'est un échec. Sauf que là, ce jour-là, je dis, je vais faire des petits textes. Alors, je crée une petite page sur Facebook qui s'appelle Football Intelligence Training. Et je crée des petits textes, des petites phrases au départ pour essayer de faire réfléchir les jeunes, tu vois. Et petit à petit, j'ai eu pas mal de jeunes qui sont venus vers moi, qui me contactent, vous êtes préparateur mental. Au début, je ne sais pas quoi répondre. Et puis après, à un moment, je dis oui. Ils me demandent de les aider, sauf que je ne le suis pas, préparateur mental, donc je ne sais pas quoi faire. En même temps, j'ai des mauvais retours, ouais, le préparateur mental, ça ne marche pas, c'est nul, etc. Tout ça dans un truc et je me dis,
je vais essayer. Donc, je me suis mis après à étudier, avant même de passer le certificat de prépa mentale, j'ai étudié les neurosciences. Je me suis mis à fond. Hein. Je dis, c'est du 20 heures, 24 heures par jour, des fois, presque pas dormir, à faire que apprendre, parce que c'est super intéressant quand tu t'intéresses à l'humain et à la machine qui est à l'intérieur. Parce que ça, c'est vraiment un moteur, c'est une machine, réellement. C'est tout ce qui est à l'intérieur qui est pas ça. Et quand tu commences à comprendre qu'avec tout le corps, tu peux régler ça, tu dis waouh, c'est magnifique. Sauf que tout le corps, il y a des sensations, des émotions. Donc, il faut que tu comprennes aussi les émotions. Alors, je suis dans la Gestalt, le Palo Alto, et là, j'ai compris que l'humain, il y a la psychanalyse, la psychologie, la sociologie, hyper important aussi, la PNL, l'hypnose. J'ai été dans tous ces domaines-là. Et puis, au bout de 2 ans, il y a un joueur de National qui me contacte. Là, c'est la première fois que j'ai un joueur 3e division en National. Hein. Wow, National 1, ouais, pas mal. Et qui me demande, t'as un diplôme? Je dis oui, alors que j'en ai pas. Donc, je me suis mis une pression tout de suite. Je vais sur Internet prendre divers trucs pour avoir un certificat. Il y en a plein. Et là, j'en trouve une. Je dis, bah cool. Je vois la facilité du truc et j'appelle l'organisme pour dire, c'est dans 8 mois, est-ce que je peux le passer dans 2 mois? Elle me dit, ouais, mais si vous le passez dans 2 mois et vous le loupez, vous le passez pas dans 8 mois. C'est pas grave, je passe dans 2 mois. 2 mois après, j'avais 29,5 sur 30. C'est bon, j'ai mon certificat, tout va bien. Mais je sais pas travailler. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que les jeunes, quand j'ai eu des mauvais retours, j'ai voulu comprendre pourquoi les préparateurs mentaux, les coachs mentaux, tout ça, ils n'étaient pas forcément pas bons, je ne vais pas dire bons, mais ça passait pas forcément avec les joueurs. Et je suis allé sur des forums, j'ai discuté avec pas mal de préparateurs mentaux, j'ai compris qu'en fait, les gars, ils passent un certificat et puis ils veulent travailler tout de suite. Et il leur manque énormément de pratique. Voilà. Même si la formation, elle est bien faite, la formation, c'est 1% de ce que tu vas faire toute ta vie et tu as 99% à aller chercher dans ton expérience. Mais 99%, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Hein. Ne crois pas que tu vas avoir les 99%. Même là, au bout de 5 ans, on me dit t'es calé. Je suis très loin de remplir toute ma tâche, toutes mes compétences parce qu'on apprend tous les jours. Moi, j'ai toujours eu une vie plutôt facile. Quand tu es né avec un quotient intellectuel élevé et qu'à l'école ça marche bien et que tout le monde te prend pour quelqu'un d'intelligent, tout le monde dit que tu es le plus intelligent parce que tu n'as pas besoin de bosser et tu y arrives, c'est un peu comme les footballeurs au foot, hein. Tout arrive facilement, tu n'as pas besoin, etc. Donc en gros les épreuves tu ne connais pas. Tu crois que tu es fort, mais en fait tu es fort. Mais il manque un truc, c'est la résistance et le courage. Et le courage tu ne le travailles pas. Ma première épreuve finalement, au final, tu vois, ça a été le décès de mon père pour moi. Pour moi ça a été... J'ai vécu des choses, j'ai envie de dire extraordinaires, mais quand j'en parle, on me prend limite pour un fou, tu vois. Mais quand je vois ce que je suis devenu par rapport à ce que j'étais avant, aujourd'hui, je me dis, tant pis si on me prend pour un fou, tant mieux. Parce que je me rends compte que c'était avant que j'étais complètement fou. Quand les gens me prenaient pour quelqu'un de normal, j'étais complètement fou. Aujourd'hui, que je suis normal, on me dit, t'es fou. Quand je perds mon père, pour moi, c'est une épreuve de fou parce que je suis le plus grand garçon de la famille. Et tu sais, chez nous, bonhomme, faut être un bonhomme. Hein. Ah ouais, mon gars, c'est toi qui assure. Ton père, il est parti, c'est toi qui assure. Quand tu portes un corps froid et que tu dois descendre l'escalier parce que ça passe pas dans l'ascenseur et que dans l'escalier, tu es obligé de te faire une auto-hypnose, de te dire non, t'inquiète, c'est un tronc d'arbre que tu portes. Parce que tu as l'impression de porter un arbre. C'est lourd, hein. On croit, mon père, à la fin, il devait peser 45 kilos avec le cancer, tu vois, paix à son âme. Mais... j'étais obligé de me dire c'est un tronc d'arbre. Sinon je lâche et je tombe et tu vois. Donc les épreuves, moi j'ai toujours été, pour moi je connaissais pas les épreuves et quand j'ai eu l'épreuve j'ai vu à quel point j'étais faible. Pas faible au final, mais fragile. Derrière ça, j'enterre mon père, on va l'enterrer en Algérie, tu vois. Et quand je reviens, je reprends le boulot. Je te parlais du burn-out. Je reprends le boulot. Je te dis, au début pendant 2 semaines, 3 semaines, j'y vais. Je suis là, mais je suis pas là. Mon corps, il est là, mon esprit, il est loin. Je parle à personne, ne me parlez pas. Et un jour, un lundi comme ça, j'arrive au bureau et avant même d'arriver dans la pièce où il y a mon bureau, je suis dans l'agence et je bloque, paralysie totale. Et je sens que tu sens quand tu as envie de pleurer. Et t'as pas, moi je pleure pas, moi je suis un bonhomme, tu vois. Tu sens quand tu as envie de pleurer. Et puis là, tu te dis, même si quelqu'un arrive, il te voit en train de... Et puis, tu sais, tu essayes d'avancer, mais tu n'y arrives pas. Et là, gars, je me dis vite, il faut que je sorte avant que les gens ils me voient. Et je suis parti dans ma voiture. Je ne pourrais pas te dire combien de temps je suis resté. Pour moi, ça a duré une éternité. Mais à réfléchir, est-ce que j'y vais, est-ce que je ne vais pas, à pleurer, Et là, c'est là que je te dis, derrière, j'ai vécu que des épreuves. Parce que quand tu as été une personne et que les gens autour de toi, ils ont connu une personne et que d'un coup, tu changes, même si tu deviens meilleur, les gens autour de toi, ils changent aussi. Donc derrière, les gens ont changé aussi. J'ai perdu tout le monde au final. Parce que les gens
Comme je te disais, je tenais plus par la crainte que par l'amour. Dès qu'il n'y avait plus de crainte, j'ai perdu tout le monde. Donc là, j'ai vraiment senti des épreuves et là, je me suis dit, putain, je suis tout seul, tu vois. Et ça m'est même arrivé de me dire, oh, gars, t'as plus rien à faire ici, fous-toi en l'air. Je te dis la vérité, hein. Et ça arrive à beaucoup de gens. Quand je parle avec des gens aujourd'hui, ça me rassure quand j'en parle avec pas mal de jeunes, même des jeunes des fois qui me disent, moi des fois, j'ai envie de me foutre en l'air parce que je vois pas le bout de la vie. Mais vous êtes sérieux les gars? Alors, regarde, va chercher le bout de la vie. Tu vois ou pas? Moi, je suis passé par ces moments-là. Donc, ouais, les épreuves, c'est dur. C'est la preuve qu'en fait, tu peux être le plus fort, le plus intelligent, gars. Travaille ton cœur parce que c'est lui qui va toujours t'aider en fait, hein. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de te dire. Parce qu'on dit toujours ce que tu n'apprends pas par la sagesse, tu vas l'apprendre par la souffrance. Et au final, je sais plus, j'avais vu ça dans une vidéo, c'était un sage africain qui disait « L'homme, il est tout, mais en même temps, il est rien ». Parce que l'homme, il est tout, il est capable de défier les lois de la nature, il est capable d'aller dans l'espace, il est capable de construire un engin qui défie la loi de la pesanteur, qui te fait passer tu vois, un avion. C'est fou l'être humain, ce qu'il y a là-dedans, c'est un truc de fou, parce que tout ça, ça part d'où? Ça part d'une idée, ça part de rien, une idée. Tac, tac, une idée qui va en brancher une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et là tu fais tes plans, et tes plans tu les mets sur papier, et tu fais, tu rates, tu recommences, tu rates, tu recommences, tu rates, tu recommences. Mais quand tu rates pas en fait, c'est une réussite. Parce que tu vas chercher ce qui a raté, tu vas réparer ce qui a raté. Ah, il y a encore autre chose, ok. Et petit à petit, quand on dit une carrière de foot, c'est des détails. C'est ça, remise en question. C'est pour ça qu'il faut aller échouer. Et en même temps, il est rien. Il est rien, pourquoi? Parce que 1 degré de plus sur sa température, il est à terre, le bonhomme. Tu vois? Et au final, la souffrance, ça te fait comprendre l'humilité. Et pour moi, c'est la valeur essentielle, c'est elle qui touche toutes les autres valeurs parce que moi, j'aime bien redéfinir l'humilité parce qu'on ne sait pas ce que c'est réellement. C'est facile de dire, ouais, Kanté, c'est quelqu'un de humble. Oui, mais Zlatan aussi, c'est quelqu'un de humble. Pourtant, ça ne se voit pas. Ah, tu vois, l'humilité, il faut vraiment l'exploiter et bien la comprendre. Parce qu'on a tendance à la confondre avec la fausse modestie. Le mec qui est très fort et qui n'ose pas dire je suis fort parce qu'il a peur de faire de l'ombre aux autres, il n'est pas humble. Non, parce qu'il se sent plus fort que les autres et plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? Non, je le dis. Si je le sens, je le dis. Si je le cache, c'est que je ne suis pas humble. Non, voilà. Après, il y a des mentalités, il y a des caractères qui préfèrent le dire, d'autres qui préfèrent pas le dire, tu vois. Mais le cacher comme ça, dire non, je suis pas. Mais non, gars, arrête. Ou je suis pas riche. Tu vois, les mecs qui ont plein de thunes. Non, je suis pas riche parce qu'ils ont peur de. Gars, t'es riche, gars, c'est bien. On va pas. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Je sais pas, je vais peut-être un petit peu long, mais l'humilité, en fait, pour moi, il y a un synonyme d'humilité. Le synonyme le plus proche d'humilité, c'est certainement pas modestie, c'est un piège ça. Le synonyme d'humilité, c'est authenticité. Authenticité. Humilité, ça vient du latin humus, qui veut dire terre. Ça veut dire qu'on a tous les pieds sur terre. Tu peux avoir l'argent que tu veux, jamais tu vas te déplacer à 1 millimètre du sol. Tu as un esprit illimité dans un poids, un corps limité qui te colle au sol. Ouais, monsieur, tant que tu n'es pas mort, ton esprit ne peut pas se lever, mon gars. Donc, tant que tu es en vie, tu es un être humain comme tout le monde, donc tu gardes les pieds sur terre. C'est ça l'humilité, en fait. L'humilité, ça veut dire, si tu arrives à être conscient, mais profondément conscient, que personne n'est supérieur à personne, ça veut dire que tu respectes autant, je sais pas, Zidane, Ronaldo que le clochard du coin. Gars, tu as gagné ta vie. Pour moi, c'est ça l'humilité. Voilà, parce que ça veut dire que je me mets au-dessus de personne, comme ça je me mets en dessous de personne. Parce que c'est dur aussi de se mettre en dessous des gens, tu vois. Voilà. Donc l'humilité, c'est vraiment ça. Après, derrière l'humilité, tu as la générosité, c'est hyper important de donner. Après, on pourrait développer énormément de notions. Et même, j'ai envie de te dire, c'est hyper important de développer ces notions. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais ce que c'est une montre? Tu es capable de me définir ce que c'est une montre, ce que c'est qu'une chaise, ce que c'est qu'un micro. Parce que c'est du matériel. Ce que c'est qu'un bras. Parce que c'est du matériel. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on touche, qu'on palpe. Est-ce que tu es capable de me définir ce que c'est que la concentration, ce que c'est que la générosité, ce que c'est que l'humilité? Ça ne se voit pas, ça. Comment tu le définis? Ah, c'est ça. Donc moi, je dois aller chercher moi, mon but, c'est d'aller chercher une définition qui correspond au plus de personnes possible. Mais même si je trouve la définition qui correspond au plus de personnes possible, elle ne correspondra jamais aussi bien que la réponse que lui va se faire. Même si la sienne, elle est plus fausse que la mienne, c'est la sienne qui compte parce que c'est celle qui est dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il faut redonner des vraies définitions à l'humilité, à la générosité. Parce que quand tu comprends ce que c'est que la générosité, tu dis « Ah ouais, en fait, si je donne,
J'ai gagné. Ouais, t'as gagné, c'est ça. C'est pour ça que c'est tout. Et il y a un autre terme, le terme le plus important. Le plus important. Ça, si tu arrives à... tu peux pas trouver la définition, c'est toute la vie que tu vas trouver la définition. C'est le terme amour, aimer. Tu vois, c'est un terme un peu de bolos, hein. J'ai amour, nana, tu vois, non, je n'ose pas parler. Mais amour, regarde, quand tu entends des mecs comme Benzema qui te dit il faut apprendre à aimer. Pour moi, c'est la plus belle phrase que j'ai entendue d'un sportif. Il faut apprendre à aimer. Ouais. Et le mec, il le dit encore aujourd'hui à 35 ans. Ouais. J'ai appris à aimer, mais il faut apprendre à aimer. C'est-à-dire tous les jours, il faut apprendre à aimer. Parce que tous les jours, tu as ton ego qui vient dire ouais, c'est bon, tu peux te reposer, mec, c'est bon. T'es au-dessus, là, c'est bon, t'es à 7 buts, 8 passes décisives. Tranquille, ton cerveau, toujours, il vient te remettre dans la zone de confort. Si tu n'aimes pas, si tu n'apprends pas à aimer, tu ne peux pas combattre ça. Tu vois, c'est aimer, pourquoi c'est difficile en français, en France surtout, pourquoi c'est difficile à définir. Parce que tu emploies le même terme pour dire j'aime les bananes, j'aime le chocolat, j'aime les filles, j'aime le foot, j'aime ma mère. Tu vois, c'est le même terme. Donc au final, on se perd dans toutes ces notions. Tu vois, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire au niveau de tout ce qui est notion, tout ce qui est immatériel, tout ce qu'on ne voit pas. Et qui fait que, d'ailleurs, je vais sauter, faire un petit parallèle avec les entraîneurs de foot qui te parlent, qui te disent oui, dans un match, il y a des impondérables. Tu as déjà entendu parler de ça? Des trucs qu'on ne peut pas gérer. Des trucs qu'on ne peut pas gérer scientifiquement 0-1 en binaire. Mais des trucs que tu peux gérer par la pensée complexe. Le binaire, c'est ça, 0-1. Ça, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur plus puissant que tous les ordinateurs de la NASA. Il marche en 0-1. Si tu veux le faire marcher en complexe, tu es obligé d'utiliser le cœur, gars. Quand je dis le cœur, c'est parce que c'est lui qui est relié au subconscient, donc à tout notre potentiel, à nos ressources internes. C'est quoi les impondérables? Les impondérables, tu vois, tu as une équipe. Pourquoi mon équipe, elle est en cercle infernal, en cercle vicieux? Pourquoi mon équipe, elle n'arrive pas à gagner un match? Même quand elle joue contre plus faible, elle perd. Pourquoi en ce moment, elle n'arrive pas à gagner un match? Pourquoi mon attaquant, il n'arrive pas à marquer un but? Toutes ces questions-là, on va dire, ouais, c'est des impondérables, c'est la confiance. Tu vois, genre, c'est à lui de régler. Non, les impondérables, c'est quoi? Les impondérables, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'énergie que les joueurs, ils ont à l'intérieur d'eux. Et l'énergie, l'énergie de l'homme, c'est sa pensée. Donc, c'est toutes les pensées conscientes et inconscientes. C'est-à-dire qu'il y a plein de pensées dont tu n'as pas conscience que tu transmets aux autres. Tu vois? C'est-à-dire que c'est très simple. Et tu vas le comprendre, c'est quand tu es sur un terrain de football, d'accord? Tu es à côté d'un gars qui est en flip. Si t'es pas costaud positif, il va te transmettre sa peur, tu vois. Par contre, si toi t'es pas bien et que t'as ton gars à côté et tu fais une bêtise, il arrive, il coupe le mec derrière, il dit ouais t'inquiète, je suis là pour toi. Je peux te dire que derrière, à la prochaine occasion, il va être en galère, tu vas te multiplier en 3 pour aller aider. Parce qu'il t'a envoyé tu vois ce que je veux dire, son énergie. C'est ça les impondérables, c'est chacun envoie les bonnes énergies à chacun. Ça veut dire que chacun a le devoir pour lui-même, hein, pour lui-même et forcément pour l'équipe, parce que ça va dans les deux sens, je ne vais pas dire rester positif, mais de rester positif et de travailler ce positif pour éviter que le négatif il nous atteigne. Comme ça, nous on essaye d'envoyer du positif. Comme ça, on essaye de le rendre positif. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et tu prends un exemple tout bête, tu vois, quand tu demandes aux joueurs, qu'est-ce qui est plus important sur un terrain de football? Il n'y a pas plus important que les joueurs. Ok, on prend un hélicoptère, on prend 50 mètres, tu vas voir le terrain par rapport aux joueurs. Les joueurs, c'est des points. Tu prends tous les joueurs, tu les mets sur 20 mètres carrés. Qu'est-ce que tu fais des 4980 mètres carrés autour? C'est ça le plus important. C'est pas toi qui est important, c'est le vide qui n'est pas vide. C'est l'énergie qu'il y a sur ce terrain, l'énergie que les joueurs y mettent sur place. On ne la voit pas, donc on n'y croit pas. Non, c'est l'énergie qu'il y a là. L'énergie, c'est quoi? Entre toi et moi, il y a de la colle. On ne la voit pas, mais il y a de la colle. C'est ça un bloc. Un bloc, c'est-à-dire qu'il y a de la colle entre les joueurs. C'est quoi cette colle qu'on met entre les joueurs? Tu es là pour moi, je suis là pour toi. Surtout ça, bien sûr. C'est ça je dis ça, mais c'est ça qui rend ça bien. Tu vois, c'est ça qui rend ça positif. C'est ça. Tu regardes, en fait, quand tu regardes, bah, en fait, tu t'aperçois que 4980 mètres carrés, c'est plus important que 20 mètres carrés. Que 20 mètres carrés. Donc, en fait, le plus important, c'est bien ce vide, qui n'est pas vide, encore une fois. Voilà. C'est ça, les impondérables. Et c'est pour ça que quand une équipe, quand un collectif fonctionne bien à l'extérieur, pas forcément qu'ils s'entendent tous comme des frères, hein, mais quand ils sont en match, ils ont tous le même objectif collectif. Quand ils sont en match, ils se transforment, hop. Et quand ils sortent dans la vie, ils font autre chose. Hein, c'est pas grave. Hein. Lui, je l'aime. On s'entend pas parce que j'aime pas cette personne-là, etc. Ouais, mais sur le terrain, c'est mon frère.
Tu peux avoir un frère que tu t'entends pas avec lui parce que il a pas la même. Bon, aujourd'hui, je fais tout pour pas juger, mais ça m'est déjà arrivé. Mon frère, il fait n'importe quoi, je m'entends pas avec lui, tu vois. C'est pareil pour un joueur de ton équipe, mec. Hein. Quand tu es là, quand tu es en famille, tu dois faire le taf. Quand tu sors de la famille, après, fais ta vie, il fait sa vie, tu vois. Mais tant qu'on porte le même maillot, gars, on a le même sang, il n'y a pas de. T'es obligé. Sinon, tu gagnes. Si tu joues pas pour l'équipe, tu peux pas réussir pour toi. C'est un sport collectif. Quel conseil je donnerais à la jeune génération? Alors déjà, je vais donner un conseil qu'on donne à tous les êtres humains, à tous les hommes. Et puis après, on va aller, si tu veux, dans la spécificité de cette génération, cette nouvelle génération que j'adore, mais qui est tellement dans tous les sens, qui a tellement d'énergie et qui ne sait pas la canaliser, qui a juste à apprendre à canaliser cette énergie. Déjà, juste pour commencer, j'ai un papa hier qui m'appelle. Il a son fiston qui joue très bien au ballon, qui a 12 ans, et qui me dit est-ce que tu pourrais travailler mentalement avec mon fils, tout ça. Déjà 12 ans c'est un peu compliqué pour moi, je vais te dire pourquoi, parce que pour moi 12 ans, il a tout à m'apprendre, parce que lui dans le naturel, dans l'instinct, c'est moi qui apprends de lui, donc limite c'est moi qui gagne qui vais gagner de cet échange. Et à un moment je dis au papa, écoute, est-ce qu'il sait lui ce que c'est déjà travailler le mental, tu vois. Et quand il me passe le gamin il me dit c'est pour gérer les périodes difficiles. Moi, je dis tout simplement. Le mental, c'est l'amour du sport. D'accord? Si tu aimes ton sport, tu feras toujours tout ce qu'il faut. D'accord? Après, il y a des périodes difficiles. C'est quoi les périodes difficiles? Dans le football, tu vas en avoir beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent et c'est élitiste. C'est normal. Période difficile, c'est quoi? Ça ne se passe pas bien dans ton club avec tes collègues, souvent avec le coach. Souvent, c'est très très souvent, dans 99% des cas, c'est des malentendus. Et quand bien même dans le 1% où le coach il ne t'aime pas parce qu'il n'aime pas ta tête, parce que tu lui rappelles quelqu'un qui lui a peut-être fait la misère quand il était plus jeune, parce que tu lui rappelles un autre joueur qui l'a pas aimé, même là, ce négatif-là, même si c'est vrai qu'il ne t'aime pas, même ça se transforme en positif. D'accord? Et gérer les périodes difficiles, ça veut dire quand le négatif il vient m'atteindre, comment je fais pour fabriquer du positif, pour pas qu'il m'atteigne, pour que je continue à avancer. Sinon je me sens lourd et je recule. Tu vois? C'est ça. Et alors le conseil, moi je vais te dire, le conseil c'est simple, hein. Oublie tout ce qui se voit et regarde ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se voit pas, c'est les valeurs. Les valeurs, ça part d'une valeur qui est un sentiment, et je t'en parle, et tu sais le mot amour, je vais toujours te le dire. Tu peux me dire bolos 1000 fois, je vais te dire amour 1001 fois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça en fait, c'est que aimer son sport. Tant que tu aimes ton sport, tu vas faire ça. Après, tu as la période difficile, tu fais ça, ok? Il y a un truc qui est hyper important, c'est la première valeur derrière l'amour, pour moi en tout cas, c'est une valeur qu'on appelle l'humilité. Et c'est vraiment, si tu travailles dans ça, tu vas faire que progresser, je vais t'expliquer pourquoi. Là, c'est Mbappé. Quand Mbappé, on lui dit qu'il a un ego démesuré, etc. Alors moi, j'ai adoré parce que c'est Jean-Michel Larquet, qui est un vieux bonhomme quand même maintenant, qui parle d'Mbappé un peu de façon virulente. Et le gamin, il est intelligent parce qu'il ne va pas aller s'attaquer à un bonhomme de 73 ans. Non, il fait une interview avec un journaliste. Et le journaliste lui parle de l'ego. Et là, il dit, mais l'ego, on en a besoin. Quand tu es en haut, qui c'est qui vient t'embêter pour que tu le dépasses? Ouais, mais bien sûr que l'ego, tu en as besoin. C'est quoi l'ego? En fait, l'ego, c'est une partie de nous qui est plutôt négative. Et donc, on a tendance à rejeter. Mais si tu rejettes une partie de toi, il te manque une partie. En fait, c'est une partie que tu dois accepter. L'ego, c'est quoi? Tu as un esprit qui va avancer, et dès que tu vas réussir dès que tu vas monter, ton ego il va te dépasser, il va dire c'est bon, c'est bon. Mais parce que ton ego il veut que tu reviennes dans ta zone de confort. Il ne veut pas que tu continues à monter. Tu vois? À chaque fois, et plus tu vas devenir humble, et tu vas continuer à travailler, tu vas avancer. Il va venir te dépasser encore, tout le temps, tout le temps. Bon, il essaye encore, hein. Heureusement, sinon je serais mort. Tu vois? Bien sûr que des fois, il me fait voir des choses négatives. Bien sûr que des fois, il me dit, regarde, il y a une astuce là. Là, tu pourrais prendre un raccourci. Là, tu pourrais tricher. Mais je ne le fais plus. Parce que je l'ai trop fait, j'ai vu où ça me menait. Souvent, tu as les gamins qui te parlent de confiance en soi. Je vais juste te poser une question. Est-ce que toi, tu ferais facilement confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? Je pense pas, hein. Non. Donc, tu ne peux pas te faire confiance si tu ne te connais pas. Et c'est pour ça que la connaissance de soi, elle est hyper chère à Zinedine Zidane. Je t'ai parlé tout à l'heure de dépassement de soi, dépasser son ego. Ok? Je dépasse mon ego. Qu'est-ce que je fais? Quand je fais quelque chose, déjà, je me remets en question. Je me remets en question, je me juste estime. Je m'estime au plus justement possible.
La remise en question, c'est hyper important. Voilà, encore une fois, c'est pour les conseils, remise en question, ça personne ne le fait. Quand je demande même à des pros, c'est tu te remets en question? Ouais, je me remets en question. C'est quoi ta remise en question? Attends, je suis capable de me dire si j'ai été bon ou j'ai pas été bon. Non, tu n'es pas capable. Parce que si tu as été bon, tu vas croire que tu as été super fort. Et si tu as été mauvais, tu vas croire que tu as été super nul. Donc tu ne sais pas te juger. Tu sais te fouetter ou te mettre une couronne sur la tête. Par contre, te juger exactement comme il faut, c'est hyper difficile. C'est un travail de chaque jour. D'accord? Tiens, j'en suis là. Comment j'en suis par rapport à hier? J'ai progressé? Ah non, il faut que je sois meilleur que la veille. Et demain meilleur, etc. C'est ça. Remise en question, juste estime de soi, dépassement de soi, donc dépassement de l'ego. Et c'est comme ça que tu commences à te connaître aussi. Tu vois, la connaissance de soi, pourquoi la connaissance de soi? Parce que quand tu te connais, tu connais le vrai toi. Parce qu'on tu sais, on est plusieurs à l'intérieur. Hein. On est vraiment plusieurs. Hein. On est au moins deux. Il y a le vrai toi et le faux toi. Sauf que le faux toi, j'ai pas fait exprès d'avoir ce doigt, excuse-moi. Non, parce que le faux toi, c'est un enfoiré. Sauf que le faux toi, il est multiple. C'est-à-dire que je me comporte avec toi de cette manière, je me comporte avec les meufs de cette manière, je me comporte avec ma mère de cette manière, avec mon père de cette manière, avec mes frères. Tu vois, pour me faire aimer, ce qui est normal, c'est le but de l'humain, c'est d'être aimé, tu vois. Donc inconsciemment, on va se comporter, on va adopter plein de masques, plein de faux masques, qui vont nous détourner de qui on est, mais justement pour se faire aimer. Il n'y a que le bébé qui est vrai. Parce qu'il inspire l'amour, il attire l'amour. Il n'y a que le bébé qui est vrai. Mais à partir du moment où il entend le non, juste un non, qui va contre sa volonté, hop, ça le trouble. C'est là que la confiance, le premier morceau de confiance, il commence à partir. Et après, derrière, tout ce qui va rappeler ça et tout ce qui va être négatif, ça va faire que, bam, bam, enlever de la confiance. On va la retrouver après. La retrouver, c'est la connaissance de soi. Connaissance de soi, ça veut dire accepter. Accepter, c'est le plus proche synonyme du verbe aimer. Il n'y en a pas d'autre. Ne me dis pas adorer ou quoi. Trouve-moi un autre synonyme. Accepter, ça veut dire que tu dois accepter ce mauvais toi, ce faux toi. Tu dois l'accepter pour tout accepter. Tu vois ou pas? Tu ne dois pas le rejeter. Je connais mon positif et je connais mes défauts et mes qualités. Mais heureusement que j'ai des défauts, sinon comment je progresse? Si j'ai que des qualités, je ne progresse pas. Si je n'ai pas de fragilité, je ne progresse pas. Tu vois? Et c'est surtout ça. C'est j'ai mes défauts et mes qualités. Et donc, je dois tout accepter. Comme ça, j'améliore. C'est comme ça que je me connais. La connaissance de soi, tu connais le vrai toi. Tu es authentique. Authenticité, humilité. Que de l'humilité. Parce que à la fin, t'es qui? T'es un être humain comme tout le monde. C'est tout.